Cédric Perrin, avant de parler des États-Unis, on va regarder les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. Une sur les États-Unis, c'est celle de Ouest France. États-Unis, le résultat de l'élection sera-t-il respecté? C'est à la une du journal. Beaucoup de unes de presse régionale ce matin consacrées aux plans sociaux. On l'a vu dans le journal. Et la une de la Voix du Nord, Auchan va supprimer 2055 postes. Qui sera touché? C'est la question que pose le quotidien. Et puis la dernière une, c'est celle de la Provence. Demain s'ouvre le procès de l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne qui a fait 8 morts à Marseille. Ils avaient le droit de vivre. C'est le titre de la Provence. Quelle une choisissez-vous? Écoutez, toutes sont très intéressantes. Je pense que les États-Unis sont le sujet du jour. Les suppressions d'emplois vont évidemment devenir très très rapidement un sujet majeur en France, compte tenu du contexte social. Je choisirais plutôt les États-Unis pour l'instant. Je reviendrai pour les suppressions de postes dans les jours qui viennent. Évidemment, c'est évidemment un sujet dont on parlera, mais c'est vrai que l'actualité du jour, c'est les États-Unis. Alors la question que pose Ouest France, le résultat de l'élection sera-t-il respecté? Est-ce une question un peu caduque, étant donné que Donald Trump semble avoir une large longueur d'avance à l'heure où on se parle? Bon, écoutez, moi je ne vais pas pour l'instant faire d'analyse plus avancé que ça sur le résultat, puisqu'il n'est pas encore connu, mais c'est vrai que la tendance semble être largement en faveur de Donald Trump, qui commence à gagner quelques swing states de manière assez régulière. Et donc, respect du résultat, on peut imaginer que Kamala Harris acceptera parfaitement le résultat des urnes. Ce que je l'imagine, je l'espère en tout cas, n'aurait pas manqué de faire Donald Trump s'il avait été dans la situation inverse. En tout cas, des mesures ont été prises aux États-Unis ces dernières années pour faire en sorte que les élections présidentielles se passent d'une meilleure manière que ça n'a été le cas la dernière fois, avec un certain nombre de réformes sur la tenue des bureaux de vote, sur les présidences de bureaux de vote, sur des mesures de sécurité aussi autour du Capitole, etc. Donc on peut espérer quand même que dans un pays, dans une telle démocratie que les États-Unis, le résultat peut être respecté. En tout cas, le défi que vont avoir les États-Unis maintenant, c'est de savoir si moralement ils sont en capacité de surmonter cette campagne délétère qui a eu lieu pendant quelques mois, où on n'a jamais parlé de programme et on s'est juste envoyé, surtout Donald Trump d'ailleurs, des invectives à la figure et des invectives particulièrement violentes. Cette campagne, elle a montré un affaiblissement des États-Unis. Comment vous l'avez vu, cette campagne, et le niveau de cette campagne? Bon, il y a une polarisation qui s'est mise en place et une personnalité de Donald Trump à laquelle nous ne sommes évidemment pas habitués dans nos démocraties. On était plus habitués à des comportements à la Trump dans des sociétés beaucoup moins axées sur la démocratie, beaucoup moins regardantes sur la démocratie. Donc c'est effectivement un contraste particulièrement douloureux pour ceux qui s'intéressent à la politique et qui considèrent la politique comme une chose noble. La démocratie, c'est la capacité de se retrouver dans des assemblées et de discuter ensemble. Or, aujourd'hui, on voit bien que le discuter ensemble aux États-Unis n'existe plus et qu'il y a une polarisation et un affrontement de deux blocs, l'un contre l'autre, qui aujourd'hui sont dans une situation de violence particulièrement exacerbée. Alors, le rôle d'un président de la République, d'un président devrait être justement de rechercher l'unité, de rechercher le calme et la sérénité. Or, ce n'est pas ce que fait Donald Trump pendant cette campagne. Il va falloir aujourd'hui, on verra une fois que les résultats seront prononcés, mais en tout cas, l'important, ce sera de redonner un peu à ce pays le calme dont il a besoin, parce que si les États-Unis sont affaiblis, évidemment, c'est le monde qui est affaibli, et c'est évidemment donné à des États, j'allais dire, contradicteurs des États-Unis, la possibilité de s'exprimer beaucoup plus à la Chine, par exemple, d'avoir des vues sur Taïwan. Et donc, fatalement, pour l'Europe, des conséquences, parce que si les États-Unis enclenchent davantage encore ce pivot asiatique, eh bien, ils se désengageront un peu plus encore de l'Europe, et l'Europe devra, elle, se prendre en main davantage qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Et c'est une des questions qu'il va falloir quand même largement qu'on se pose maintenant dans les jours qui viennent, alors qu'on était quand même largement prévenu de l'arrivée de Trump par rapport à 2016, où on n'était pas tout à fait prêt. Et on va en parler évidemment tout de suite, puisque ce scrutin a un enjeu crucial pour l'Amérique, mais pas que. Le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis ce matin. Quelles seront les conséquences du résultat pour l'Union européenne et sa défense sur les conflits en cours en Ukraine et au Moyen-Orient? On va faire le point avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur.
Et la question qui se pose évidemment, c'est quelles conséquences à l'international sur le résultat de la présidentielle américaine. On va s'intéresser au dossier chaud avec vous. Il y avait des différences entre les candidats. Alors, pas si évidente que ça, notamment en matière d'Ukraine. Vous allez voir d'un côté Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, qui assume pleinement l'héritage de Joe Biden. Depuis l'invasion russe, ce Congrès a voté 5 projets de loi pour aider l'Ukraine militairement. Le dernier texte date du mois d'avril. Au total, 175 milliards de dollars ont été débloqués par Washington vers l'Ukraine. Kamala Harris promet de continuer l'effort. En septembre, elle a annoncé une nouvelle aide de 8 milliards de dollars. Donald Trump, lui, ne garantit pas de rupture radicale, même s'il a déjà exprimé son admiration, on s'en souvient, pour Vladimir Poutine. Il a accueilli au mois de septembre Volodymyr Zelensky à New York. Il se présente comme le candidat de la paix, celui qui mettra un terme à la guerre. Selon le Washington Post, il aurait même un plan pour ça. Il s'agirait de faire pression sur Zelensky pour qu'il accepte de céder une partie du territoire ukrainien en échange d'un cessez-le-feu. On va l'écouter. Nous allons nous asseoir, discuter. Et si nous obtenons une victoire, je pense que bien avant le 20 janvier, avant que je ne prenne la présidence, c'est-à-dire le 20 janvier, mais bien avant cela, je pense que nous pourrons trouver une solution qui convienne aux deux parties. Arrêter la guerre donc, mais rien sur une éventuelle fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Durant la campagne, Trump a volontairement entretenu le flou sur la question. Monsieur le sénateur, vous le connaissez, vous, le plan Trump pour l'Ukraine ? Je ne crois pas que je le connaisse plus que vous. Trump a expliqué qu'il allait régler le problème en 24 heures. Si c'est pour effectivement donner les coups des franches aux Russes, ça je pense que d'autres auraient pu le faire avant lui. On est dans une situation aujourd'hui où il est difficile de négocier avec un pistolet sur la tempe et je ne sais pas quels seront les objectifs de Donald Trump. J'ai du mal de penser qu'il puisse aujourd'hui décider du jour au lendemain d'arrêter l'aide qui est fournie à l'Ukraine, mais avec Donald Trump, tout est possible, il suffit d'un tweet. Alors, selon Washington Post, voilà, le deal, c'est vous cédez une partie des territoires à la Russie et on arrête la guerre. Pour vous, c'est une ligne rouge pour l'Europe, pour la France ? De toute façon, que les choses soient claires, il va falloir qu'à un moment donné ou à un autre, les négociations soient mises en œuvre pour faire cesser cette horrible guerre en Ukraine. J'étais sur le front encore il y a 3 semaines avec Jean-Noël Barrot et j'ai vécu des moments difficiles. Je pense que la réalité de la guerre, on la voit quand on est sur le front et on ne peut qu'espérer une chose, c'est de l'arriver à une paix durable. Le problème, c'est que en donnant en tout cas à Poutine finalement un satisfecit sur le fait qu'il ait attaqué, qu'il gagne l'Ukraine, c'est lui donner la possibilité finalement de continuer son œuvre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie, en Transnistrie. Qu'est-ce qui va se passer avec les pays baltes ? Qu'est-ce qui va se passer avec des pays qui sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, membres de l'Union européenne et pour d'autres membres de l'OTAN et pour les mêmes parfois membres des deux. Donc la solidarité jouera-t-elle si toutefois Trump considérait qu'il faut continuer à essayer de conquérir son empire ? Quand vous voyez ce qui se passe en Arménie en ce moment, où le Premier ministre va aller rencontrer Vladimir Poutine pour lui expliquer, ou en tout cas le ministre des Affaires étrangères russe, pour lui expliquer qu'il faut que les Russes quittent la Moldavie parce que le pouvoir... l'Arménie parce que le pouvoir en place ne souhaite plus sa présence. Je ne pense pas que ce soit dans la logique de Vladimir Poutine. Est-ce que si la victoire de Donald Trump se confirme, l'Europe va se retrouver seule à défendre l'Ukraine ? Mais la réalité aujourd'hui, c'est que 90% des promesses faites par les États-Unis ont été tenues, quand 60% seulement des promesses faites par l'Union européenne à l'Ukraine ont été tenues. Il est bien évident que l'Union européenne seule aujourd'hui, et on l'a vu, ce que certains ont voulu appeler l'économie de guerre, qui consistait à fabriquer davantage d'armes pour pouvoir fournir l'Ukraine, n'a pas fonctionné correctement, puisqu'on n'a pas été à la hauteur en tout cas en termes de volume, de ce qu'il était prévu de donner. Donc si toutefois demain les États-Unis devaient se désengager, ce qui est quand même assez fort probable aujourd'hui, mais ça n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui a commencé sous Obama, je le rappelle. Ce pivot pacifique qui a été entamé par les États-Unis a été entamé sous Obama, il a été continué sous Trump avec évidemment peut-être beaucoup plus de violence verbale. Il a été encore continué par Biden et il sera mis en œuvre à nouveau par Trump. Est-ce que si Donald Trump l'emporte, ça fait craindre une défaite de l'Ukraine ? Ou est-ce que l'Ukraine peut encore l'emporter face à la Russie avec Donald Trump à la Maison-Blanche ?
je ne suis pas Donald Trump, je ne sais pas quel est son plan, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Union européenne doit se prendre en main. Ça fait des années, depuis au moins 2016, qu'un certain nombre de dirigeants européens ne cessent de dire qu'il faut que l'autonomie stratégique européenne soit recherchée, parce qu'aujourd'hui, on a besoin. Les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, sont venus en aide à l'Europe, parce que l'Europe était exsangue financièrement et parce que le risque était que l'Union européenne, que les pays européens, en tout cas, tombent dans l'escarcelle de la Russie. Après la chute du mur de Berlin, les États-Unis sont restés en Europe, pour continuer à nous accompagner. Malheureusement, à ce moment-là, les pays européens ont décidé de se désengager de leur défense en considérant que les dividendes de la paix allaient nous protéger éternellement, et les États-Unis également, et on avait une espèce de protectorat américain. Sauf qu'aujourd'hui, la situation, c'est celle d'un pays qui décide que la protection n'est plus aussi naturelle qu'elle l'a été depuis 1945. Et vis-à-vis de ça, les pays européens, en tout cas pas la France, mais les pays européens considèrent qu'il faut attendre, on verra bien. Maintenant, on ne peut plus attendre. Aujourd'hui, l'autonomie stratégique européenne, elle doit être recherchée. La France et les héritiers du général de Gaulle ont eu la possibilité justement de mettre en œuvre cette souveraineté française. Et nous sommes le seul pays au monde, aujourd'hui quasiment, à avoir, en tout cas en Europe, à avoir cette autonomie stratégique et avoir la dissuasion nucléaire qui nous différencie fondamentalement de nos voisins. Nous avons cette chance-là, nous en avons hérité du général de Gaulle, et la loi de programmation militaire que le Sénat a votée ici et a largement remodelée est une loi de programmation militaire qui doit nous permettre de continuer à bénéficier et à entretenir cet héritage du général de Gaulle qui est la dissuasion nucléaire. Et on va évidemment reparler de tout ça, mais on va parler d'un autre conflit, c'est le conflit au Moyen-Orient. Est-ce que des changements de cap sont à attendre dans la politique américaine? Pas vraiment, Oriane. Tous les deux, donc Harris et Trump, considèrent l'Iran comme une menace stratégique pour les intérêts américains dans la région. Tous les deux soutiennent le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme du Hamas et du Hezbollah. Pendant la campagne, Harris a refusé de céder à l'aile gauche du Parti démocrate qui demandait la fin des livraisons d'armes à Israël. Au sujet du conflit israélo-palestinien, elle a des positions très traditionnelles et prône la solution à deux États. Les Américains, on le rappelle, Oriane, ont déployé 2 porte-avions et des navires de guerre au Moyen-Orient pour protéger Israël contre les attaques iranienne, donc pas vraiment de changement de cap à attendre a priori. Monsieur le sénateur, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de changement de cap au Moyen-Orient? On se rappelle que Emmanuel Macron disait, par exemple sur les livraisons d'armes à Israël pour Gaza, stop, avec une éventuelle victoire de Trump, ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une différence, même si elle n'est pas notable, entre Kamala Harris et en tout cas Joe Biden et Donald Trump. C'était que si Donald Trump est effectivement élu, il apportera un soutien inconditionnel à Israël. Ce qui change quand même quelque chose. Il sera le protecteur. Parce que ça veut dire que ça libère en quelque sorte les possibilités pour Netanyahou de continuer dans la brutalité dans laquelle il est aujourd'hui. Je suis le premier à reconnaître qu'effectivement il y avait un droit à la légitime défense pour Israël et qu'il était nécessaire effectivement d'avoir une réaction après les attentats odieux du 7 octobre 2023. Mais aujourd'hui on est dans une situation où un certain nombre de pays, la France et les États-Unis aussi, recherchent un apaisement de la situation. Si Trump devait être élu, je pense que ce soutien inconditionnel apporterait une espèce de libération pour Israël, avec les conséquences que ça peut avoir sur l'Iran et sur... Vous aviez l'impression que ces dernières semaines, Joe Biden, il arrivait à mettre des lignes rouges? J'ai pas dit qu'il y arrivait, mais je dis qu'en tout cas, il le recherchait. Et il le recherchait, donc on pouvait peut-être espérer que la pression internationale, à un moment donné, fasse son œuvre et permette d'apaiser les choses et de trouver des solutions qui soient des solutions de paix entre Israël et le Hezbollah et le Hamas. C'est pas forcément le cas. On a appris justement hier que Netanyahou avait licencié son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Yoav Gallant qui parle de plusieurs désaccords avec Benyamin Netanyahou, notamment sur la question des otages. Certains accusent Benyamin Netanyahou de ne pas tout faire pour mettre fin à la guerre et faire revenir les otages à la maison. C'est aussi votre avis ? Est-ce que vous parliez de Benyamin Netanyahou? Écoutez, je pense qu'il a un certain intérêt à ce que la guerre continue, un intérêt personnel en tout cas, compte tenu de ce qui s'est passé, de la responsabilité qu'il a dans la politique qu'il a menée et qui l'a amené aussi aux attentats du 7 octobre. Maintenant, je pense que l'intérêt de tout le monde, c'est d'essayer au maximum de rechercher un apaisement dans ces conflits qui ont déjà fait beaucoup de... Est-ce qu'il a profité de cette élection américaine pour je pense certains dossiers en général, le flou permet le flou politique, ou en tout cas l'absence de pouvoir en place où les campagnes électorales permettent parfois de faire passer un certain nombre de mesures. Et on peut imaginer qu'il a profité un peu de ce flou artistique pour pouvoir,
appuyer un peu plus fort là où ça fait mal. Juste s'il y a plus de freins, en tout cas moins de freins, est-ce que vous craignez une escalade et une guerre sans fin ? Ce dont je suis certain, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même que les organisations internationales, qui malheureusement sont largement remises en cause par, ou cet ordre international largement remis en cause par un certain nombre de pays, qui, je le rappelle quand même, sont aujourd'hui quasiment majoritaires en termes de population, est un vrai sujet. Et ces organisations internationales, et je pense à l'ONU évidemment, et je pense aux États-Unis qui sont quand même un des acteurs majeurs, doivent pouvoir, à un moment donné, contraindre ou pousser Israël à rechercher la paix, à rechercher la sécurité au Moyen-Orient. Oui, non, juste, une dernière question ? Non, oui, très simplement. Vous disiez qu'il y avait des différences, effectivement, Trump-Harris, en termes d'intérêt stratégique. Les deux considèrent que l'Iran est la menace principale, ou l'une des menaces principales au Moyen-Orient. Est-ce que c'est le cas de la France également ? Est-ce que l'Iran est aujourd'hui la principale menace pour les intérêts français au Moyen-Orient ? Écoutez, aujourd'hui, l'Iran est le pays qui fait régner un certain désordre, c'est un doux euphémisme, au Moyen-Orient. C'est un pays qui, par le biais de ses proxys notamment, qu'on connaît bien, entretient en tout cas une forme importante de violence. Et aujourd'hui, on en est évidemment largement tributaire. Donc la réponse est oui. Aujourd'hui, c'est une menace importante. Et on voit ce qui se passe. Enfin, je veux dire, on peut même imaginer que finalement, si, ce que je veux dire est peut-être un peu dur, mais si la situation devait s'envenimer encore un peu plus au Moyen-Orient, finalement, est-ce que c'est si défavorable que ça pour les États-Unis ? Qui est-ce qui, aujourd'hui, dépend fondamentalement de l'énergie, du pétrole, du gaz du Moyen-Orient, si ce n'est la Chine ? La guerre profite aux États-Unis. Est-ce que dans une certaine mesure, la guerre ne profite pas aux États-Unis, puisque économiquement, créer le désordre au Moyen-Orient et créer le désordre dans les infrastructures énergétiques, ça crée des désordres en Chine, puisque ce sont eux aujourd'hui qui en dépendent largement. Alors, on revient en conséquence de cette probable élection de Donald Trump. Il y a un sujet évidemment important, vous en avez un peu parlé, Cédric Perrin, c'est l'avenir de l'OTAN. Oui, sur ce point, les positions sont tranchées entre Trump et Harris. Au mois de février, lors d'un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump avait lancé une petite bombe. Écoutez. Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ? J'ai répondu, vous n'avez pas payé ? Votre compte bancaire est en souffrance ? Il a dit, oui, imaginons que ça arrive. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. Levée de bouclier ensuite à ces déclarations, même si depuis 10 ans, Trump reproche régulièrement aux pays de l'OTAN de ne pas suffisamment contribuer au budget de l'organisation. Quelques semaines plus tard, il avait clarifié ses propos en disant que ce coup de pression était une manière de négocier avec les pays membres dans la perspective d'un retour à la Maison-Blanche. Le ton est donc donné. À noter que depuis 2020, l'OTAN compte deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Monsieur le sénateur, comment on se prépare à Donald Trump en ce qui concerne l'OTAN ? Je ne pense pas qu'on s'y soit vraiment préparé, en fait. On n'a rien fait. C'est de la même manière que je parlais d'autonomie stratégique européenne. Aujourd'hui, il y a eu quelques mouvements, mais qui sont plus dus peut-être à des mouvements récents que sont le Covid, que sont la guerre en Ukraine, qui ont poussé l'Europe à réagir. Mais ce n'est pas vraiment la perspective de l'arrivée de Trump qui nous a poussé à réagir. Je crois qu'il faut aussi relativiser les choses et ne pas être naïf. Quel que soit en tout cas le candidat qui sera élu, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, l'isolationnisme américain, la politique américaine, qui a commencé sous Obama largement, sera mise en œuvre de manière assez claire. Vis-à-vis de l'OTAN, il faut aussi être mesuré. Je crois que on est dans une campagne électorale particulièrement violente, donc peut-être on n'a jamais vu une campagne électorale aussi violente, avec des mots qui parfois suscitent l'indignation en France, mais qui semblent ne pas vraiment choquer l'électorat américain. Il faut attendre. Je crois que Donald Trump, comme il l'a fait en 2016 lorsqu'il a été élu, a mis en garde les pays européens sur la nécessité qu'ils avaient de participer au fardeau et aux fameux 2% du PIB nécessaires. Dans une certaine mesure, les annonces que Trump a faites en 2016, elles ont été suivies d'effet, puisqu'un certain nombre de pays, même la plupart des pays européens, ont augmenté leur contribution à l'OTAN d'une part et à leur défense d'autre part. Est-ce qu'on l'a augmenté suffisamment ? Est-ce que vous avez des craintes, compte tenu de l'état des finances publiques, sur l'avenir de la loi de programmation militaire, même si pour le moment, elle ne semble pas impactée ? Je pense qu'on doit forcément avoir des craintes, mais le problème de la loi de programmation militaire, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça ne paraît à l'extérieur.
il y a eu, par exemple, on a fabriqué au Sénat une loi de programmation militaire différente de celle que le gouvernement nous avait proposée en termes de trajectoire budgétaire, puisque nous avons fait en sorte que l'effort budgétaire soit fait dès le début de la loi de programmation et pas à la fin, considérant que les problèmes sont là maintenant et qu'on ne peut peut-être pas attendre 2030 pour s'y préparer. Donc, au début, l'effort portait beaucoup sur après le quinquennat. Portait beaucoup sur après le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc cette trajectoire budgétaire, elle va normalement être respectée. C'est l'engagement qu'a pris le Premier ministre. La difficulté, c'est que à ce jour, il y a 2,5 milliards d'euros. Je rappelle que l'augmentation annuelle, elle est d'environ 3,3 milliards. Et qu'aujourd'hui, il y a 2,5 milliards d'euros qui sont gelés. Donc, on peut toujours facialement annoncer une augmentation du budget conforme à la loi de programmation militaire. La réalité, c'est qu'il y a un gel des crédits de 2,5 milliards. Et il y a derrière tout ça des discussions sur, justement, les financements de ce qu'on appelle les opérations extérieures, et notamment l'aide à l'Ukraine, qui sont aujourd'hui pris sur le budget des armées, alors qu'initialement, ils avaient été prévus qu'ils soient pris sur un financement, une solidarité interministérielle. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît, budgétairement. Mais il est bien évident aussi que depuis 2017, l'augmentation du budget de la défense a été mise en œuvre, et à notre goût évidemment pas suffisamment, parce qu'un pays qui n'investit pas dans sa défense est un pays qui potentiellement peut devenir un pays soumis, et donc un pays qui peut à tout moment être envahi. Donc il faut évidemment prendre en considération que l'augmentation du budget de la défense est une variante importante. Merci Steve, à tout à l'heure. On reparlera de cette élection. Et évidemment, et on continue à en parler, puisque ce scrutin aux États-Unis, il fait évidemment l'actualité également dans nos régions, dans la presse régionale et dans votre département. On va tout de suite à Belfort, où on retrouve Philippe Pio. Bonjour Philippe, merci beaucoup d'être avec le directeur départemental de l'Est républicain dans le territoire de Belfort. Philippe, l'issue de cette élection américaine, elle inquiète la filière automobile, particulièrement en Franche-Comté. Oui, Cédric Perrin l'a abordé alors dans un contexte un petit peu géopolitique, mais la géopolitique, c'est aussi la domination économique, la domination industrielle, et les États-Unis depuis longtemps fondent leur domination industrielle sur en fait la domination énergétique. Et quand on écoutait les discours de Donald Trump, on comprenait plusieurs choses. D'une part, il veut se dégager de toute contrainte environnementale, il veut développer l'industrie du pétrole, le gaz de schiste, et il veut vraiment promouvoir, relancer les moteurs thermiques, c'est-à-dire une politique absolument à contre-courant de ce que fait l'Europe actuellement, avec donc le zéro carbone en 2035, ce qui voudra en réalité dire qu'on ne produira plus de moteurs thermiques neufs, les difficultés d'approvisionnement qu'on va connaître en termes de batteries, puisque Donald Trump reviendrait également sur cet accord qu'il y avait avec Joe Biden sur une espèce de centrale d'achat sur les métaux rares entre les États-Unis et l'Europe concernant les batteries. Et je voudrais connaître donc la position, l'analyse de Cédric Perrin sur cette voie que prend l'Europe en matière industrielle et en matière énergétique, alors qu'on risque d'avoir un développement des énergies fossiles et d'une autre technologie en Europe dans un contexte de marché mondial. Et évidemment, on voit que Stellantis s'est largement engagé dans l'électrique. C'est moins le cas de Renault ou de Volkswagen. Quelle est l'analyse sur la question de l'industrie automobile, sachant que je rappelle que Cédric Perrin est élu d'une région qui est la plus industrialisée de France et qui s'appuie notamment sur l'industrie automobile. D'abord, bonjour Philippe. Pour remettre les choses dans leur contexte, nous sommes dans une région qui compte environ 300 000 habitants et qui en 1982-83 comptait 40 000 salariés chez PSA et qui en compte aujourd'hui à peu près 7 000. Ça, pour vous dire la différence, c'est qu'ils fabriquent tout autant de véhicules en 82 qu'aujourd'hui en 2024. Pour moi, j'ai jamais varié sur cette question. Je pense qu'on est allé beaucoup trop vite en besogne, que 2035 et cette espèce de mur qui se pose à nous sur le tout électrique est un mur intenable, et qu'on est allé beaucoup trop vite en besogne, je le disais. Moi, je suis pour un mix énergétique à la production et à la consommation. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une vision manichéenne des choses, contrairement à ce qu'a voulu faire le gouvernement depuis une dizaine d'années maintenant. On ne peut pas imposer le tout électrique parce qu'en fonction des usages qu'on aura, eh bien, il faudra qu'on ait une vision différente de l'énergie qu'on utilisera. Et dans le territoire de Belfort, mon département, nous essayons de mettre en œuvre en tout cas une espèce de diversification de l'outil industriel en se tournant davantage vers l'hydrogène. Alors aujourd'hui, c'est évidemment un sujet, l'hydrogène,
l'hydrogène, puisqu'avec l'augmentation du coût de l'énergie, puisque l'hydrogène, je le rappelle, n'est pas une énergie, mais un vecteur d'énergie, avec l'augmentation du coût de l'énergie, et notamment de l'électricité, l'hydrogène a du mal à démarrer, mais on y croit beaucoup. Et je reste assez persuadé qu'il faut qu'on réfléchisse en fonction des usages et pas en fonction d'une vision manichéenne des choses qui voudrait dire que c'est le thermique contre l'électrique. Non, en fonction des usages qu'on aura. Si on veut des véhicules en ville, on utilisera plutôt des véhicules électriques. Si on a besoin de faire des voyages plus importants, on utilisera peut-être l'hydrogène sur des véhicules plus lourds, etc. etc. Donc ma vision, elle est qu'aujourd'hui, on est dans une situation particulièrement douloureuse et difficile pour notre département, parce que nous sommes un département et une région plutôt globalement largement tournée vers l'énergie, largement tournée vers l'automobile, et que ce sont aujourd'hui deux industries qui sont en souffrance et sur lesquelles il va falloir que l'Union européenne prenne des décisions assez claires. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop, dogmatiques sur ces sujets. Il faut être beaucoup plus pragmatique et il faut avoir une vision de ce que vont aussi mettre en œuvre la Chine et les grandes puissances qui sont aujourd'hui des donneurs d'ordre, entre guillemets, puisque malheureusement, ils inondent nos économies de leurs produits. Merci beaucoup. Philippe Piot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de l'Est républicain à Belfort, c'est Loncourt, un homme tué par balle en pleine rue. Et merci Cédric Perrin, merci d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. On continue évidemment notre émission spéciale élection américaine dans 20 minutes, l'analyse de nos experts. Et tout de suite, notre prochain invité, c'est Jean-Louis Bourlange qui nous rejoint.